NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Daniel Villamontero, qui est directeur pédagogique chez Alira. Alors Alira, c'est la plus grande école blockchain en France. Et Daniel intervient souvent sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui nous intéresse chez Daniel. Il écrit souvent que pour changer le monde, il faut changer d'outils. Et Daniel est un militant, en fait. C'est un grand défenseur de la liberté sur les réseaux. Déjà à l'époque de l'Internet, il avait mouillé la chemise, comme on dit, sur le code libre, etc. Et aujourd'hui, il s'implique beaucoup dans la popularisation de la blockchain, des outils de la blockchain, des use cases, pour dire que les gens doivent s'emparer de ces outils pour reprendre le pouvoir, pour garder leur liberté sur les réseaux. Donc c'est de ça dont on va parler, entre autres, aujourd'hui, Daniel. Alors Daniel, moi je voudrais d'abord commencer ce podcast en te disant merci en majuscule. Parce que quand je me suis inscrite chez Alira, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, vraiment. Je savais que j'étais en transition, mais je me suis retrouvée un peu là par hasard. Et il se fait qu'en fait, aujourd'hui, on anime ce podcast qui n'existerait pas si je n'avais pas fait Alira. Et si tu ne m'avais pas de temps en temps botté le derrière pour me motiver. Donc, merci beaucoup. Les cours étaient passionnants et c'est sans fin. Donc, on continue notre apprentissage à travers ce podcast. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a invité, puisque tu m'as interpellé hier suite à une intervention que j'ai faite sur les comportements des générations Z et Alpha. Et donc, on a eu une petite conversation en off sur la notion de l'immatérialité, grande pierre d'achoppement du Web3. Et donc, on voudrait justement partager ta vision et commencer par ça. Donc, on te donne la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup Claudia, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces belles paroles. Je vais attendre de redescendre un tout petit peu parce que là c'était magnifique. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour moi quelque chose effectivement d'important. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est pour moi important, c'est de permettre aux gens de s'approprier les nouveaux paradigmes. Internet avait une vision, permettait à tout le monde de faire plein de choses. Ceux qui le défendaient à l'époque, quand j'étais adolescent, étaient extrêmement enthousiastes parce qu'on voyait toutes les merveilles qu'on pouvait réaliser avec, et toutes les choses un peu moins merveilleuses, bien entendu. Et puis au final, quand on regarde aujourd'hui la réalité, les usages d'Internet sont quand même orchestrés par de très très grands acteurs qu'on appelle les GAFAM, appelleront comme on les voudrait. Et les citoyens a perdu un peu le contrôle dans ce monde merveilleux et est redevenu au service de quelqu'un, à la merci de quelqu'un. Avec l'arrivée de la blockchain, l'arrivée des blockchains bien sûr publiques, et avec le code open source, on aura l'occasion d'en reparler très rapidement, c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre. Et en fait, c'est un univers dans lequel on va pouvoir avoir un contrôle. Et le paradoxe assez fort, c'est comme pour Internet, c'est le contrôle sur quelque chose qu'on ne touche pas. Donc ce qu'on appelle d'un point de vue économique un bien immatériel de manière très pudique, mais c'est aussi quelque chose de magnifique parce que c'est la capacité de l'être humain de donner de la valeur à des choses qu'on ne touche pas. Et à conceptualiser, à construire en société des choses qu'on ne touche pas. Et cette notion d'immatériel, cette notion que l'on peut s'attacher, que l'on peut aimer avoir des choses, que l'on peut avoir de la reconnaissance pour posséder des choses qui sont immatérielles, tu l'avais parfaitement cerné et j'étais très 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 fier en voyant effectivement ta représentation. J'aurais été dans les gradins, j'aurais dit à mon voisin, c'est une de mes apprenantes. J'aurais dit ça avec énormément de fierté parce que effectivement, je pense que je ne l'aurais pas mieux dit. Et j'ai été très fier que peut-être une petite partie de la combativité avec laquelle tu défendais ces idées-là, cette vision des choses, peut-être venait un peu de moi et j'en étais très fier. Donc oui, le rapport à l'immatériel, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que c'est une véritable construction sociale. C'est quelque chose qu'on élabore ensemble. On vit, nous, Homo sapiens sapiens, dans un univers où la quasi-totalité des choses ont de la valeur qu'on leur donne.
D'accord. L'exemple que tu connais, que tout le monde connaît, c'est le billet de banque. C'est un petit billet, voilà, qui a été gravé d'une certaine manière, qui a été imprimé d'une certaine manière, et on a donné socialement, juridiquement, une valeur à ce papier bien au-dessus de ce qu'il est réellement. Donc une grande valeur d'immatériel. Par ailleurs, voilà, on a un morceau de musique. Un morceau de musique est important parce qu'on ne peut pas le toucher, mais il a une valeur immatérielle énorme. Et c'est culturellement dans nos sociétés qu'on a décidé qu'un morceau de musique est important, que la valeur de confiance qu'on associe à un billet est importante. On a construit de la valeur culturellement et socialement. Et en fait, le jeune public est beaucoup plus sensible à ça que nous. Tu avais cité les jeux vidéo, et ben c'était exactement ça. Pourquoi les gens jouent? C'est pas seulement pour s'amuser, mais c'est pour amasser de l'immatériel, des trésors immatériels, des objets immatériels. Alors l'exemple peut sembler un peu ludique et un peu enfantin, parce que globalement on est vraiment sur des jeux comme ça, mais on a des générations de personnes qui vont peut-être dans quelques années avoir une chambre extrêmement peu meublé, peu équipé d'objets et de jouets, parce que la majorité de ces jouets seront par l'intermédiaire de sa tablette. Oui, et puis il y a quelque chose qu'on peut rajouter à ce que tu dis, c'est aussi la connexion. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens jouent en fait à plusieurs en ligne sur des jeux, que les gens écoutent de la musique à plusieurs, et Dieu sait si la musique est fédérateur d'une communauté évidemment, et puis les gens appréhendent l'immatériel aussi en communauté, en groupe en fait. Et tu parlais des billets de banque, et c'est vrai que d'ailleurs, dès qu'on rentre dans le monde de la crypto, on commence à essayer de comprendre ce qu'est un billet de banque, ce qu'est la monnaie traditionnelle. Question qu'on ne se pose jamais, évidemment, puisque la monnaie elle est dans la poche ou sur la carte de plastique, mais d'un seul coup on se dit mais en fait c'est quoi effectivement de l'argent que j'ai, et on s'aperçoit que c'est une construction sociale. En fait le billet de 20 € il n'a de valeur que parce que quelqu'un d'autre va l'accepter, et des millions d'autres l'accepteront, donc en fait c'est un fait communautaire, et c'est très fort. Ouais. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu nous exposes l'immatérialité, ça fait le lien avec la propriété. Parce que cette notion de propriété, elle évolue. Avant, on avait besoin d'avoir les choses, et donc on était propriétaire si on avait. Et aujourd'hui, cet avoir, cette possession, elle évolue. Et moi, c'est ce que je dis dans mes présentations, c'est qu'en fait, cette notion de la propriété, elle est liée à l'évolution de la technologie et à l'impact que la technologie a sur le comportement des gens, et donc sur leur façon d'entrevoir la propriété. Et donc, ça laisse toute la place à l'immatérialité, dans un grand débat philosophique ici. Mais oui, et donc c'est assez étonnant de voir qu'en fait, une valeur, je ne sais pas si la propriété est une valeur, mais que la propriété, le sens de la propriété est en train de shifter. Et puis sur les NFT, moi j'ai ça tout le temps. Moi j'explique, en plus moi je viens du monde de l'art, donc quand j'explique la jouissance d'une œuvre digitale totalement immatérielle avec un certificat d'authenticité NFT totalement immatériel, effectivement là ça intrigue tout le monde. Les gens se demandent mais comment peut-on jouir d'une œuvre digitale, comment peut-on jouir d'un certificat, comment transmettre un certificat, et là on rentre dans la technologie NFT, mais on va en parler. Et justement tu voulais nous parler en parlant de certificat, tu voulais nous parler de quelque chose d'Hippocampe, je pense. Ouais. Alors tu as effectivement la société d'Hippocampe qu'on connaît bien chez Alira, puisque son CTO intervient régulièrement en tant que jury, dans le jury de certification, et qu'on a eu en talk Alira lundi dernier. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que il y a le rapport à la propriété est tout aussi culturel, et la technologie ne fait pas que modifier le rapport à la propriété, il rend possible certains rapports par propriété qui étaient impossibles avant. Hippocampe, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une œuvre immatérielle, un document, tout simplement. Ça peut être par exemple quelque chose qui va servir de brevet, quelque chose qui va servir de droit d'auteur. Voilà, il dit voilà, j'ai écrit ce livre-là, donc voilà le livre. Il va en créer une empreinte numérique et va tout simplement faire ce qu'on appelle un ancrage dans la blockchain. Ça veut dire qu'il va faire une transaction qui contient cette donnée numérique et qui atteste que telle personne a bien déclaré avoir écrit ce livre à tel moment. Et la particularité qui est forte avec ce modèle-là, c'est que comme c'est une base de données décentralisée, qui est indépendante, puisque le principe d'une blockchain publique, c'est qu'en fait elle ne dépend pas d'un acteur précis, et donc elle est exempte des conflits d'intérêts qu'une société privée pourrait avoir, qu'elle est mondiale, décentralisée et tout ça. Juridiquement, beaucoup de pays, les États-Unis notamment, portent une véritable importance à un ancrage cryptographique sur la blockchain. Ils vont dire voilà, monsieur le jury, vous avez bien marqué que mon client a bien pris effectivement son œuvre, l'a ancré dans la blockchain, et ça peut avoir même plus de valeur
et ça c'est qui est assez d'un point de vue jurisprudence, ça peut avoir plus de valeur que si on l'avait déclaré dans un réseau social, dans lequel effectivement on aurait pu imaginer un conflit d'intérêts possible, où tu payes et tu donnes un billet à un technicien pour qu'il te crée un tweet antidaté qui correspondrait à ce que tu aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où l'authentification et la véracité des choses commencent vraiment à être reconnues quand elles sont effectivement appliquées avec de la blockchain. Mais donc tu veux dire qu'aujourd'hui je ne sais pas quel mot je dois utiliser, la loi française reconnaît plus facilement un document s'il est ancré sur la blockchain? Pour l'instant, la loi française, non. Okay. La loi française, non, parce qu'en fait, le principe avec la loi française, c'est qu'on est sur un système romano-germanique, alors que le système anglo-saxon marche plus à la jurisprudence. Okay. Et en fait, dans une cour américaine ou une cour anglaise, si tu as un cas précédent, tu vas se dire, ils construisent la loi en fait avec des exemples, alors que nous, on fait des lois qui ne serviront peut-être jamais. On a un modèle un peu différent. La loi n'est pas écrite en Angleterre, et c'est ce qui fait qu'il y a un mois, mais tout le monde le sait, c'est incroyable, un jury anglais a déclaré un NFT valeur officielle de propriété sur un fichier digital, et donc la loi maintenant, ce qui veut dire que le NFT est déjà applicable en Angleterre, ce qui est quand même incroyable. Voilà. Et si c'est applicable en Angleterre, il suffit qu'il y ait un ou deux avocats américains un peu malins pour qu'ils arrivent à faire la transvasement. En fait, au-delà de tout ça, ce qui est pour moi le plus pertinent, c'est qu'on est arrivé dans certains pays, dans certaines conditions, estimer que juridiquement un ancrage sur la blockchain est plus difficilement falsifiable que ce à quoi on avait toujours l'habitude. Parce qu'en fait, la propriété, c'est un jeu d'écriture. C'est-à-dire que la propriété, c'est toujours un jeu d'écriture. Ça veut dire que quand tu possèdes quelque chose, soit comme tu l'as dit très justement, Claudia, tu l'as dans la poche, et on part du principe que si quelqu'un t'arrête dans la rue et que tu as une bague au doigt ou un bracelet au doigt, le fait que tu le portes, on dit qu'il est à toi, d'accord? Soit effectivement, ça a été écrit quelque part que tu possèdes. Et comme ça a été écrit quelque part que tu le possèdes, ça va être un acte notarial, ça va être un registre auprès de différents endroits, comme par exemple un registre de brevets ou des choses comme ça. Ça veut dire que ou une cour, c'est-à-dire que tu dépends d'un acteur qui va écrire quelque part que l'objet A est bien possédé par la personne B. D'accord? Et c'est ça vraiment la chose la plus importante, c'est que puisque la blockchain est un registre décentralisé qui permet justement de pouvoir inscrire des choses publiquement, dont tout le monde peut y avoir accès, et que tout le monde a la certitude que c'est bien cette adresse-là qui a authentifié la signature et qui a bien dit que c'est à elle, et inévitablement, on est sur un paradigme qui se brise. Oui, en fait, ça veut dire. On est. Pardon, je te coupe, Daniel, mais c'est parce que en fait, tu me fais penser à une discussion que j'ai eue avec un ami avocat qui ne connaissait rien à la blockchain, et quand je lui ai expliqué ce que tu expliques actuellement, peut-être avec des mots moins savants, en fait, il m'a dit, mais finalement, ton truc là, c'est un enregistrement d'un brevet. En fait, c'est un registre de brevet. C'est exactement comme un inventeur qui dépose un brevet en disant ça. Je suis le premier à l'avoir inventé. D'ailleurs, je le dépose dans un livre de brevet. Et je trouvais ça le parallèle assez astucieux, parce qu'en fait, que tu parles de redatage, tu parles d'inscrire, de graver dans le marbre en fait une invention, un document finalement. Tout à fait. Ouais, moi j'ai une question, parce qu'en fait ça me fait faire le lien avec l'adoption massive. Et quand tu me parles du principe d'Hippocampe qui grave les documents dans la blockchain, je pense tout de suite au passeport, aux cartes d'identité qui pourraient à un moment donné, et donc on se rend bien compte qu'en fait le Web3 il entre très très vite dans nos vies, un peu partout. Les frontières deviennent poreuses, et donc les gens commencent à se poser beaucoup de questions. Nous on le voit, on a des formations, il y a 2 mois les gens nous prenaient pour des fous, et aujourd'hui on a 3 demandes par jour, et on sent vraiment que la vague du tsunami se rapproche très très vite. Et moi je me pose toujours la question de, ok, c'est quoi le point de bascule qui va faire que cette adoption massive va entrer de façon fulgurante dans nos vies? Et je me posais la question, je me disais, mais est-ce que c'est pas via les administrations qui, à un moment donné, vont intégrer les documents officiels qu'ils te délivrent dans un wallet? Et je me suis dit, mais c'est les premiers à devoir être accompagnés, et c'est les institutions. Parce que finalement, quand tu perds ton passeport, c'est très compliqué d'en faire un. Moi, je suis italienne, je suis toujours une immigrée dans tous les pays où je vais. Quand je perds mon passeport, et finalement, je me dis, mais ça accélérerait tellement le processus, ça faciliterait tellement mon expérience utilisateur. Pourquoi est-ce que c'est pas déjà fait? Donc, quel est ton avis, toi, sur l'adoption massive? Quel est le point de bascule? Alors,
Je suis d'accord avec toi que, à mon sens aussi, l'adoption massive est inévitable. Parce qu'en fait, on vit dans une société où la notion de propriété, de se dire telle chose qui est écrite de telle chose est à moi, comme ton passeport, hein, ce passeport est à toi, même s'il appartient à l'État, d'une certaine manière, il est quand même lié à toi. Nos sociétés sont construites comme ça. Donc, si à un moment donné, nos sociétés sont construites avec des associations de choses immatérielles à d'autres personnes, bah, inévitablement, quelque chose qui te permet de faire un jeu d'écriture qui facilite ça, va inévitablement bouleverser les choses. Alors, est-ce que les adoptions vont venir de la part des États? Je ne sais pas. Par contre, les adoptions sont clairement en train de se construire de la part de très grandes marques. Par exemple, tout ce qui est l'antifaussaire, bah voilà, demain, t'achètes un polo d'une marque connue avec un crocodile dessus, ou tu achètes une paire de godasses avec un espèce de virgule inversée, pour ne citer aucune marque, bah je pense que toute personne jeune, et même compris toute personne un peu informée, va se dire ok, j'ai la basket, j'ai le polo, ou j'ai la montre, ou ce que tu veux. Voilà, je peux avoir mon brevet d'identification, je peux avoir mon document d'authentification sur un NFT, s'il vous plaît. Et en fait, quand à un moment donné les gens vont demander ça, parce que telle marque a commencé à le faire, et que les gens se sont dit je suis rassuré parce que je sais que j'ai pas eu affaire à un faussaire, ça va devenir une avalanche. Je vais donner un exemple très simple, deux exemples très simples. Quand j'ai défendé Internet, quand je défendais Internet, j'ai l'impression que je défendais un parti politique en disant ça, mais c'était presque ça. Quand j'expliquais aux gens, vous savez, quand vous allez commander maintenant par téléphone, après vous allez pouvoir commander sur un ordinateur et vous allez recevoir un message qui va vraiment vous mettre toutes les informations et vous saurez que votre commande a été prise en compte. C'est-à-dire que les gens me disaient, oui, quand tu passes un coup de fil à la Redoute et que tu vas acheter quelque chose, tu as la personne qui te répond et qui me dit que ta commande va partir. Et tu fais confiance parce que tu as quelqu'un en face. Et je leur disais, quand tu vas commander sur Internet, tu vas avoir un message qui représenterait ça, en fait. Aujourd'hui, tu commandes sur Internet, tu ne peux pas ne pas recevoir ton mail de confirmation. Tu deviens folle, tu deviens fou. Tu dis, ça y est, ma commande n'a pas été prise en compte, ça se trouve, le site c'est un scam, ma carte bleue a été siphonnée, t'appelles ta banque en panique. Voilà. On a besoin du mail de confirmation. Et tout le monde l'admet, tout le monde en a besoin. Et il y a 25 ans, c'était de la science-fiction de penser qu'on allait stresser parce qu'on a pas reçu un mail. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Et ben demain, quand tu vas acheter quelque chose qui a de la valeur, qui peut être faux, et ben tu vas te dire, je veux une trace dans la blockchain, pas dans vos registres, pas dans vos mails, dans la blockchain publique qui associe mon adresse à une empreinte cryptographique, pas besoin de mettre pull de telle marque parce que j'ai peut-être envie d'avoir un peu de vie privée, mais en tout cas quelque chose qui atteste que vous avez fait la commande et si à un moment donné je me retourne, vous n'allez pas me dire que vous l'avez pas fait. Quand il y aura ce moment de bascule et que les gens vont commencer à l'exiger, il sera impensable et quand c'est impensable, les gens s'adaptent. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, nous, on parle que de ça dans ce podcast qui s'appelle NFT Business, donc on explique à longueur d'épisodes que le NFT va effectivement servir de certificat de propriété, d'authentification, pour éviter les fraudes, etc. et que tout le monde réclamera ça. Mais alors, Claudia te demandait pour l'adoption massive, mais là, tu parlais d'Internet que moi aussi j'ai connu avec mon grand âge, et effectivement, ça a mis quand même une vingtaine d'années à ce que ce mail de confirmation soit rentré dans les esprits. Oui, mais on vivait pas de la même façon. Mais on n'avait pas... Mais tu n'avais pas Internet. On n'avait pas... Non, mais je me souviens aussi que les gens n'avaient pas de micro-ordinateur chez eux. Aujourd'hui, l'adoption va être massive et beaucoup plus rapide parce que tout le monde a des outils informatiques toute la journée dans les mains, en fait. Oui, et puis au niveau des comportements, il n'y avait pas une fracture comportementale de génération en génération aussi fulgurante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant de 2 ans, tu le laisses dans une pièce, la première chose qu'il va choper, c'est l'iPhone. Et tu ne lui as pas appris. Et donc c'est instinctif. Et donc moi aussi, j'ai une grande réflexion sur ça. Comment ça se transmet, cette intuition pour le digital sans apprentissage? Est-ce que ça passe par le chromosome? Tu vois, c'est une grande réflexion à avoir. Mais nous, il n'y avait pas ça. On ne vivait pas tellement différemment de nos parents, technologiquement parlant. Donc là, ceux qui vont arriver, donc les alphas, ils voudront plus. D'abord, ils ont vraiment le sens de la propriété digitale. Tu dois même pas leur expliquer. Ils ont là. Et pourquoi? Parce qu'ils share tout, donc ils partagent tout. Ils co-living, ils share leur voiture, ils share leur vélo, ils share leur appartement. Donc, je dirais que culturellement, la fracture, elle est là. Nous, quand on voulait rouler une voiture, on achetait notre voiture. On prenait le taxi. Le public est là, c'est-à-dire que le public est adapté. Oui. Et en fait, le fait d'avoir ce rapport de propriété est infiniment plus naturel pour eux
et même pour des trentenaires, hein, pour beaucoup d'entre eux, que effectivement pour la majorité des gens. Je donne un autre exemple très simple. À une époque, la propriété territoriale dans les lointaines tribus indiennes, c'est la tradition orale. On savait que telle rivière appartenait à telle tribu. Le jour où il y a un colon blanc qui est arrivé avec un bout de papier qui était signé et tamponné par je ne sais quel organisme et qui te disait cette rivière elle est à moi, t'as un choc culturel immense. C'est-à-dire depuis quand la possession d'une terre est inscrite dans un bout de papier. Il faut bien comprendre que la possession d'une terre inscrite dans un bout de papier n'a pas été naturelle, elle a bien germé quelque part. Et ben, le NFT, c'est ce nouveau morceau de papier. Et ce nouveau morceau de papier est infalsifiable, n'importe qui peut comparer A et B et voir lequel est faux. On ne le perd jamais, on peut pas le déchirer devant toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que et en fait ça n'a que des avantages. Et effectivement, ce que dit Claudia, c'est que il faut simplement changer de logiciel, changer d'outil. On va se rendre compte que c'est beaucoup plus simple, que combien de fois on hurle parce qu'on retrouve pas le diplôme du petit ou le papier de je sais pas quoi du petit dans l'appartement ou dans un déménagement t'as perdu ton diplôme, va redemander ton diplôme à l'université qui aurait. Tout est un pataquès monstrueux, alors que l'immatériel, enfin j'aurais presque envie d'écrire un livre qui est l'ode à l'immatériel, c'est-à-dire que ne pas toucher les choses et la garantie de ne pas les user, de ne pas les perdre et d'être voilà. Oui. Alors moi j'ai une question pour toi que l'on me pose assez souvent. Si on prend l'analogie de la propriété, donc chaque maison est enregistrée dans un cadastre c'est toujours géré par l'État, donc évidemment moi si je vais voir un État américain, alors je vais voir le cadastre américain. Maintenant concernant les blockchains, on est beaucoup sur les NFT. Les NFT, la première blockchain principale qui fait transiter 80% des NFT, c'est la blockchain Ethereum. Mais il existe, et je les utilise aussi, d'autres blockchains, notamment Tezos, que j'aime beaucoup. Il y a maintenant Avalanche, il y a Polygon, il y a Polkadot qui va arriver, etc. Même Cardano maintenant qui fait des NFT. Finalement, c'est à chaque fois des écosystèmes différents, mais qui reposent, qui s'appellent tous et toutes des blockchains. Parce que l'idée c'est toujours ces chaînes de blogs, donc les blogs qui valident les infos. Mais selon toi, ça j'aimerais avoir ta vision là-dessus. Est-ce qu'à terme toutes ces blockchains vont être interconnectées, ce qui veut dire qu'un juge un jour pourra dire bon votre NFT, peu importe de la blockchain sur laquelle il est inscrit, je vais le reconnaître. Pourquoi ? Parce que toutes les blockchains sont connectées, ou alors est-ce que tu crois que plutôt c'est l'inverse et que une blockchain va manger toutes les autres et on va se retrouver à nouveau avec une dictature d'une blockchain dans le monde qui vient ? Bon, alors la particularité de ta question, Benjamin, c'est que moi que je dis je vais me fâcher avec une partie de la communauté. Mais comme j'ai l'habitude de me fâcher avec des parties de communauté et que Claudia sait que j'ai pas la langue dans la poche, je vais donner mon avis là-dessus. Je ne crois pas dans le phagocytage. Voilà. Je ne crois pas dans le phagocytage parce qu'en informatique ça ne fonctionne pas. On dit voilà, mais tu sais dans Internet il y a un protocole. Internet c'est pas un protocole. Voilà. Internet c'est une surcouche qui permet de communiquer, qui permet à plein de protocoles réseaux différents de communiquer entre eux. Ça veut dire ils ont juste permis à un réseau A et à un réseau B qui ne fonctionnent pas pareil de pouvoir s'envoyer des messages à l'un et l'autre. Donc en fait, Internet n'est pas un réseau qui a phagocyté tout le monde. Internet, c'est l'interconnexion des réseaux entre eux. Donc inévitablement, si je te dis ça, tu connais un peu mon point de vue. Ça veut dire que il n'y a pas un seul langage de programmation. On pourrait se dire, s'il y a un langage de programmation supérieur aux autres, comment ça se fait qu'il y a plusieurs langages de programmation ? Il n'y a pas une marque de voiture. S'il y a une marque de voiture supérieure aux autres, comment ça se fait qu'il n'y a pas plusieurs marques de voiture ? Dans la réalité du monde, la spécialisation, l'empreinte, la communauté que tu crées autour, la confiance qui crée autour, fait que c'est très très difficile d'arriver à un régime quasiment soviétique où il n'y a qu'une seule marque de quelque chose, où on impose qu'une seule manière de voir les choses, si j'aurais tendance à dire ça. Donc je pense à l'interconnexion, clairement. C'est ça la particularité qu'il y a, c'est que tu as plusieurs blockchains qui ont des valeurs, des mécanismes subtils différents, qui font qu'elles existent. C'est pas des balles copies en permanence. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elles n'ont pas forcément le même niveau de sécurité. Et donc, ce qui va, à mon avis, arriver, c'est de dire que ce soit Bitcoin ou Ethereum, je cite ces deux-là puisque leur sécurité est jusqu'à maintenant les plus robustes. Est-ce qu'à un moment donné, juridiquement, on dira un NFT sur Polygon ou Avalanche par exemple, aura pertinence à condition qu'Avalanche, toutes les semaines, fasse une copie de son état, le hash et le dépose. Ce que je veux dire, ça deviendrait des formes de commit chain interconnectées entre elles. C'est possible, c'est concevable. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'interconnecter entre elles ne permet pas seulement de permettre à un NFT éventuellement de passer d'une blockchain à une autre.
ce qui est effectivement ce qu'on voudrait. Hein. Tu entends toujours parler de se dire mais oui, mais si c'était été sur Polygon, est-ce que je pourrais la mettre dans une autre blockchain? C'est une vraie question et c'est des vrais débats techniques qui sont en place. Surtout pour les métaverses. Pour les métaverses, surtout pour les métaverses, tout à fait. Mais au bout d'un moment, la question ne va pas simplement être de permettre à un asset de passer d'une blockchain à une autre, c'est de se dire est-ce que on va arriver à un stade où dans les consensus, pour s'assurer qu'effectivement la robustesse de tout le monde soit garantie, les blockchains se surveillent entre elles et valident les transactions des autres dans une espèce de validation commune et plus robuste. Ouais. Et ce tissu, cette espèce de nappe, de tapisserie de blockchains qui se renforceraient les unes aux autres, et ce qui fait que dès qu'une qui est défaillie, elle est montrée du doigt par tous les autres, et donc du coup on lui demande de refaire les blocs parce que là il y a eu une couille. Ça, c'est plutôt l'écosystème que j'imagine. Je ne pense pas qu'une blockchain mangera les autres. Oui, c'est ce que. Voilà. Pardon, je te coupe, mais parce que c'est pour de manière très concrète. Par exemple, on a reçu Dogami, donc Bilal El Alami qui a lancé ce métaverse Dogami avec des chiens virtuels. Et l'idée, effectivement, est reprise de ce que tu dis, c'est-à-dire que l'idée, ce serait donc de récupérer son chien virtuel qu'on a acheté en NFT, de l'amener dans Sandbox. Mais pour ça, comme évidemment, c'est deux blockchains différentes, deux écosystèmes différents. En fait, il serait question de faire un double digital de ce chien virtuel pour Sandbox, à la fois un double graphique et un NFT doublé en fait, donc dupliqué sur l'autre blockchain. Et en fait, les deux seraient en sous-jacent, donc les deux seraient liés par des métadonnées. Ça, je sais pas. Techniquement, c'est compliqué pour moi. Mais en fait, c'est ça ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on aurait à chaque fois son double d'un métaverse à un autre. Ouais. C'est pour ça que par exemple le projet Polkadot et le projet Cosmos sont des projets qui sont très intéressants, et Claudia te dira que je les invite très régulièrement dans les talks Alira, parce qu'effectivement cette notion d'interconnecter des blockchains entre elles est peut-être une véritable solution du problème. Et il y a des choses intéressantes qui sont un peu trop techniques pour que je les explique ici, mais qui commencent effectivement à poindre, et à un moment donné la chose sera simple et peut-être même transparente, ce qui fait qu'on ne dira même plus dans quel réseau t'as un wallet qui est compatible. Il a ta phrase secrète et effectivement il fait les déclinaisons des adresses dans tous les réseaux, Bitcoin, tous les ceux que tu veux. Et puis ton NFT en fait il est quasiment des plus clés sur toutes les blockchains, et puis on n'en parle plus. Et en fait quand ça sera complètement transparent, avec un UX bien fait, avec le petit bouton qui va bien, qu'on connaît bien dans les applications modernes, pour répondre à ta question, Claudia, ça sera massif. Aujourd'hui le problème qu'il y a, c'est que ce sont des mots différents et les gens ne savent pas ce que c'est, ils ont peur. Donc effectivement, donc tu disais le challenge, ça va être que ce soit beaucoup plus simple, parce que nous, ceux qui ont connu l'internet se souviennent que d'envoyer un email il y a 20 ans, c'était toute une aventure, hein, c'était toute une histoire. Oui, et moi ce qui m'intéresse, je vais faire le lien avec les métiers. Moi ce qui m'intéresse, tu viens de parler de UX. Et je suis très très contente que tu parles de ça, parce que ce que je constate, c'est que dans le Web3, ce sont souvent des crypto-natives. Ils ont cette connaissance de l'écosystème Web3, mais ils n'ont pas toujours les compétences du Web 2, qui sont des compétences de la construction de l'e-commerce, à savoir de l'expérience utilisateur, d'où vient le trafic, comment on garde les gens sur un site, comment on les drive vers l'objectif, si c'est un objectif de vente ou un objectif d'information, peu importe. Donc avec un bon UX, avec une bonne réflexion de contenu, de stratégie de contenu, qu'est-ce qu'on leur raconte, comment, sur quelle plateforme. Et là aussi, ça va très très vite. Je me rends compte qu'en quasiment 2 mois, il y a une prise de conscience où ces crypto-natifs se disent « Ok, super, mais à un moment donné, créer des métaverses et n'avoir personne dedans, ça ne sert à rien. Donc, je suis obligé de réfléchir à ma stratégie de trafic, et donc à ma stratégie de contenu, et donc à ma stratégie UX. » Et donc, je fais le lien avec toi sur les métiers de demain. Comment vois-tu les choses, toi ? Parce que si je dois donner mon avis avant que tu donnes le tien, je pense que le meilleur des deux mondes, c'est de rassembler les compétences Web 2 et de les greffer au Web 3. Parce que le Web 3, ce n'est pas une fracture, c'est une continuité. Ouais. C'est même plus que ça, c'est qu'il faut que les Web 2 deviennent des Web 3. C'est même pas de la greffe, c'est qu'en fait le Web 3 devrait renaître dans le Web 2. C'est ça qui est particulier. Ah, pourquoi je fais ce distinguo-là ? C'est parce que effectivement, quand on regarde des dApps, puis je peux t'en citer plusieurs, elles sont horribles d'un point de vue technique, même pour moi. Les dApps, rappelle-nous, c'est des applications. Les dApps, ce sont des applications, donc des pages web, des applications, c'est plus rarement en mobile, c'est souvent des pages web, qui simplement sont ancrées, enfin, qui en fait tirent leurs données dans la blockchain et écrivent leurs données dans la blockchain plutôt que dans une base de données ordinaire. Donc c'est un site web qui
fonctionne sur la blockchain. Quand tu vas par exemple créer ton NFT dans une application ou dans une page web qui est dédiée à ça, bah, c'est une dApps puisqu'elle interagit avec la blockchain. D'accord ? Donc la subtilité elle est simple. Par contre, la techno qui est en surface, donc ce que l'on voit, les interactions qu'on a, Claudia a raison de le souligner, ce sont des technologies web. C'est pour ça qu'on appelle ça du Web 3, sinon on l'aurait appelé autrement. C'est-à-dire que le Web 3 en surface, c'est sensiblement la même chose. La seule différence qu'il y a, c'est que ça va extraire et écrire ces données dans une blockchain et pas dans une base de données d'Amazon ou d'ailleurs. C'est ça la véritable différence. Il n'y a rien que ça. Donc quand les gens disent le Web 3 c'est dangereux, non, c'est simplement que la base de données qui est interrogée n'est pas la même, c'est tout. Elle n'est pas la même nature et il faut un wallet effectivement pour pouvoir s'authentifier. C'est les seules différences qu'il y a. Mais elles sont notables. Et les premiers architectes, les premiers artisans qui ont commencé à faire ça, bah déjà, on fait ça sur la précipitation. On fait ça en sachant, à juste titre, je pense que dans un premier temps, celles et ceux qui allaient être suffisamment curieux pour outrepasser le fait que l'UX soit déplaisante. Mais à terme, ça ne peut pas être possible. C'est-à-dire que l'adoption massive, non, c'est voilà, si l'expérience n'est pas fluide, il n'y a pas d'adoption massive. C'est il n'y a pas de ça. trafic. Et souvent les gens me posaient la question comme ça, ils me disent mais est-ce que vous pensez que dans le Web 3 il y a des gens qui sont pas techniques? Et je leur dis un peu provocateur, mais est-ce que vous pensez que dans Internet il y a des gens qui bossent qui ont des profils non techniques? Ah oui, bien sûr, en web marketing, en machin. Bah alors qu'est-ce que vous m'embêtez? C'est du Web 3, c'est pas du Polka 56, c'est du Web 3, donc on fait du web. La seule différence qu'il y a, c'est que techniquement il y a des choses un peu différentes. Il va falloir penser à faire en sorte que le wallet soit pas casse-pied à utiliser, mais c'est du web. La communication, le community management, le web marketing, la stratégie, l'expérience utilisateur, même toutes les technologies qu'on utilise en web et l'A/B testing, proposer deux interfaces et que les utilisateurs choisissent laquelle ils préfèrent. Tous ces concepts-là peuvent parfaitement et doivent être complètement adoptés dans le Web 3. Mais après, ce qui se passe, c'est que les choses ont voulu être faites vite, parfois avec des budgets de départ qui sont un peu petits aussi, parce que globalement, il faut mais quand les grands acteurs vont se mettre dedans, qui ont l'habitude d'avoir la puissance de feu habituelle pour déployer toutes ces énergies et tout ce personnel-là, les choses vont se découler naturellement. Et il faut se grader. Et heureusement, du coup, que chez Alira, on forme des gens à faire ça. Mais nous, on forme des gens qui savent déjà faire du web de manière directe ou non technique. C'est ça, on ne crée pas un nouveau métier, on adapte un métier existant. Oui, tout à fait. Moi, j'ai quasiment tous les jours des questions sur mon LinkedIn de gens qui me disent, tiens, au fond, comment tu es devenue développeuse à ton âge? Je dis, mais d'abord, je ne suis pas développeuse, je ne suis pas codée une ligne, moi. Et là, on engage la conversation, et puis je leur dis, mais non, mais je reste dans mes compétences, j'ai juste mis une cape blockchain sur le dos, et je fais super blockchain, quoi. Mais je reste dans le contenu, je reste dans... Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de réassurance à amener sur justement la place des gens dans cet écosystème. Il y a de la place pour tout le monde. Justement, concernant Alira, moi j'aimerais savoir, parce qu'Alira maintenant a formé quelques milliers de personnes, je pense, depuis quelques années. Donc vous êtes, toi, Daniel, tu es à l'avant-poste de la façon dont les gens reçoivent cet enseignement. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu vois que c'est un vrai changement de modèle pour les gens, pour ceux qui viennent apprendre chez Alira, comme nous on a fait d'ailleurs? Effectivement, ça change beaucoup de choses. Enfin, ça éveille à tout un nouveau monde finalement. Est-ce que tu penses que pour l'instant ça se passe bien? Est-ce que les gens comprennent, ou il y a encore des réticences? Est-ce que tu penses que ça va mettre plus de temps que prévu en fait? Globalement, quand tu franchis les portes d'Alira et que tu commences tes formations, alors ma modestie m'oblige à dire qu'elle n'a pas des milliers, hein, on a dépassé le millier il n'y a pas longtemps. Quand on arrivera aux 2000 formés, je te tiens au courant, mais on s'y précipite, hein, puisqu'on a vraiment de plus en plus d'apprenants. Et pour revenir sur la parole de Claudia, je te réponds directement. Aujourd'hui, chez Alira, la grande majorité des apprenants sont sur des formations qui sont pas techniques. Par exemple, c'est-à-dire que le développeur web représente environ un quart des formés. Le reste des autres profils non techniques sont chez Alira. Et effectivement, quand tu arrives chez Alira, en fait, d'une certaine manière, tu es déjà convaincu. Dans le sens où tu as compris qu'effectivement c'est un paradigme différent, qui permet des choses très différentes, qui permet des choses effectivement de créer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est la première chose qui nous nourrit. La deuxième chose qui nous nourrit, c'est qu'il y a des gens qui se disent moi je fais un métier web 2, un métier digital, un métier numérique ordinaire,
Je suis persuadé que demain, sans me brancher à une blockchain, je vais passer à côté des innombrables opportunités et peut-être à terme des choses obligatoires. Il faut bien avoir question que on commence avec de la curiosité. Après, ce sont des opportunités. Il faut bouffer de la place de marché. Dans quelques années, la question, c'est de ne plus perdre sa place de marché parce qu'on n'est pas updaté. C'est comme essayer de convaincre, vous avez besoin d'un site vitrine, puis demain vous avez besoin d'un compte sur Facebook et une présence dans les réseaux sociaux, et ben demain vous avez besoin d'une présence dans le Web3, une présence dans un métaverse, une collection de NFT qui permettent de gérer l'authenticité de vos produits ou le fait d'avoir honoré vos commandes, le fait tout simplement aux utilisateurs de s'authentifier. Je dis ça souvent à mes neveux, demain, dans 5 ans, vous n'allez plus écrire un login et un mot de passe. Déjà, on le fait de moins en moins, mais vous allez avoir un wallet cryptographique qui vous authentifie, plus personne se prendra la tête avec ça. Et donc, inévitablement, quand vous allez avoir une vieille application, un vrai usage numérique, que le client il arrive et qui dit quoi, login, mot de passe, je fais plus ça. Et paf, on passe au concurrent à côté qui a fait une connexion automatique. Et ben, ceux qui viennent chez Alira sentent ça. Ils se disent, d'accord, on a des choses comme ça, mais surtout, je pense que dans 2, 3, 4 ans, si je suis pas dans le bateau, je suis resté à la plage. Et donc du coup, les gens veulent être là-dessus. Donc oui, les usages que constatent les gens les poussent à la réflexion en fait. Bien sûr. Ouais. Et donc justement, en cas d'usage, toi, qu'est-ce qui te marque? Quels sont les usages qui t'ont le plus marqué, qui sont les plus déterminants, hein? Ouais, alors il y en a beaucoup et paradoxalement, ce sont pas des usages qui sont liés à la finance. Puisqu'effectivement la blockchain permet d'enregistrer de la valeur, donc de créer des tokens, j'imagine que vous en parlez de temps en temps, hein, et donc du coup faire ces fameuses crypto-monnaies, inévitablement la finance centralisée, c'est un des usages les plus classiques parce qu'on permet de faire ce que permettaient de faire des banques ou des sociétés en fait de change, hein, changer les devises. Donc la finance centralisée permet de faire d'innombrables choses. Tu sais ça aussi bien que moi, Benjamin, puisque tu t'es formé à ça. Et effectivement, ce sont des usages que je vais mettre de côté, puisque on pourrait faire une émission à part de ça. Moi, je vais parler d'autres usages pour lesquels j'ai une beaucoup plus grande sensibilité. Déjà, le fait que des sociétés plus ordinaires, qui ne soient pas des crypto-natives, décident lancer leur activité en s'adossant à un NFT. Et ça, je trouve ça génial. En fait, c'est des nouvelles formes de crowdfunding. Par exemple, il y a une société que j'aime beaucoup, dont la majorité de l'équipe est française, qui s'appelle Mintup, que j'ai eu l'occasion de présenter, que je représenterai à l'occasion chez Alira. Et en fait, ce sont des launchers. Ils vont prendre une société ordinaire qui va effectivement créer quelque chose d'un peu innovant, d'un peu sympathique, un nouveau produit, et va lui dire gérer un crowdfunding en vendant des NFT qui sont associés à la promesse du produit qui va derrière. Par exemple, tu veux sortir une nouvelle marque de t-shirt, mais tu as besoin d'argent pour ça, et ben t'achètes le t-shirt en avance, tu as un NFT qui atteste que tu as acheté ce t-shirt-là, et plus tard, tu peux brûler ton NFT pour récupérer ton t-shirt, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un cas d'usage qui permet d'embarquer des gens ordinaires, on va dire de l'entrepreneuriat classique, mais en se crowdfundant par l'intermédiaire des NFT et trouver un parallèle de leur cas d'usage par rapport au NFT. Et peut-être que demain, ils vont se dire, tu veux participer à tel projet, d'accord, c'est quoi le NFT qui me permet de participer à ça? Et ça, c'est important. Parce que on crée quelque chose que seul le NFT peut créer de nos jours avec autant d'intensité, c'est le sentiment d'appartenance. En ayant un NFT, tu dis, j'appartiens à tel projet, j'ai financé tel projet, je le dis avec une certaine fierté. Donc Mintup, dans un premier temps, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Mais je te coupe juste 2 minutes. Encore faut-il avoir une communauté à qui vendre les NFT? Mais bien sûr. Okay. Mais la particularité qu'il va y avoir avec, c'est que justement, cette entreprise a déjà un plan de communication, a déjà une communauté, donc elle va amener sa communauté, qui sont peut-être les amoureux des t-shirts de chat, j'en sais rien, je te donne un exemple assez classique, mais habituellement, ils ont déjà un business model avec déjà une cible. Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des sociétés qui vont accompagner en disant, ok, c'est cette cible-là, on va faire en sorte qu'ils puissent acquérir un NFT de manière très simple. Donc, on va bosser l'UX et tout ça. Vous allez pouvoir mettre en avant le côté innovant. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on ne sera pas dans des sociétés crypto-natives qui cherchent à convaincre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des sociétés qui ont déjà convaincu leur clientèle et qui va les amener doucement à cet usage-là parce qu'elles en voient le potentiel. Ok. Donc ça, c'est Mintup.
C'est Mintup, qui sera sur le réseau Avalanche. Donc voilà, c'est juste un petit détail pour effectivement celles et ceux qui connaissent déjà ce réseau-là et qui l'aiment beaucoup. Après, un autre que c'est vraiment un petit coup de cœur parce que c'est un projet qui est créé par des Algériens, qui en fait fait comprendre la valeur de l'immatériel, c'est Medalverse, qui en fait a eu mon coup de cœur dès le départ. Et en fait, leur objectif à eux, c'est de vendre des médailles, mais par l'intermédiaire de NFT. Ça veut dire que les trophées, les médailles qu'on a sont dématérialisées parce que l'important, c'est la performance et pas le métal. Attends, c'est quoi les médailles ? Les médailles de sport, par exemple, de marathon, de course, les récompenses sportives, les récompenses générales du terme. Médaille en anglais, medal, c'est la médaille, et verse, c'est le métaverse, enfin c'est l'univers des médailles en fait. Oui. Donc c'est les médailles. Est-ce qu'elles sont en double digital, c'est-à-dire qu'elles sont modélisées en 3D et on peut à la fois les avoir en physique et les avoir en 3D avec le NFT adossé ? Non, c'est pas un NFT. C'est pas un NFT qui est associé à une vraie médaille. C'est réellement le fait de se dire la récompense est immatérielle. C'est-à-dire qu'en fait la médaille est la médaille, mais en fait la récompense c'est l'immatériel. Ce qui fait que gagner une médaille, c'est pas la même chose que de récupérer une médaille de son grand frère. C'est ce que je veux dire. Et en fait, puisque la valeur de cette récompense de réussite sportive est déjà par nature immatérielle, qu'elle le soit pleinement. Et donc c'est vraiment une médaille qui est entièrement immatérielle. Alors on va avoir un petit bout de papier avec un QR code, avec 2 ou 3 petites choses qui te permettront de récupérer ton NFT. Et ce bout de papier, d'une certaine manière, est aussi une matérialisation, mais ce n'est plus l'objet métallique, ce n'est plus l'objet qui déjà demande que tu peux perdre et qui demande de la matière première. Tu gagnes plutôt Oui, en fait, tu gagnes un NFT. En fait, la récompense, c'est plus la médaille de ta performance sportive, c'est le NFT. Et effectivement, on s'aperçoit même dans d'autres domaines, quand tu récompenses par un NFT, notamment dans l'art que je connais bien, alors les gens disent oui, mais mon NFT, il est où exactement ? Alors on leur dit, il est dans un wallet qui est connecté à la blockchain, mais oui, mais je n'ai pas de wallet. Alors on leur donne effectivement un bout de papier avec un QR code, et quand on flash ce QR code, alors on accède à un wallet qu'il faut quand même télécharger. Aujourd'hui, il y a des systèmes souples. Alors nous, on parle tout le temps de MetaMask, qui est quand même le wallet le plus connu, qui a une application mobile aussi, on peut l'installer sur l'ordi évidemment, mais sur le mobile aussi, et il y a des façons plus simples maintenant avec un MetaMask mobile de récupérer son NFT. Donc oui, c'est ça, c'est une médaille, c'est une récompense en NFT, et d'ailleurs ce NFT pourrait aussi permettre d'accéder à un club, d'accéder à des avantages, à la communauté. Même d'accéder à des compétitions supérieures qui sont accessibles qu'à des gens qui ont passé des épreuves, et en fait tout leur intelligence, c'est d'être en étroite collaboration avec les fédérations qui reconnaissent et d'ailleurs demande la création de ces NFT-là, puisque elles aussi, elles se disent que c'est beaucoup plus simple pour nous de le gérer. Il y a un registre. Alors bien sûr, c'est un NFT qui est pas transférable, puisque globalement tu l'as gagné toi et pas un autre. Mais tu peux demander le transfert au cas où, par exemple, tu as changé de wallet et eux ils peuvent te le transférer si tu arrives à montrer ton identité. Donc il y a tout un système qui a bien été pensé et qui vraiment exploite dans la nature des choses ce qu'est un NFT. Et je voudrais, et c'est ça qui pour moi est important, et mettre une mise en garde. Par rapport à ce qu'on appelle l'adoption. Tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, c'est extrêmement important. À envoyer un email à une époque, c'était un peu le pataquès. Et c'est devenu très très rapidement quand des acteurs t'ont proposé d'envoyer des mails à ta place. Et envoyer des mails à ta place, c'est un peu particulier. Ça veut dire que Internet a été fait pour que n'importe qui puisse envoyer un email. C'est-à-dire tu as un serveur de messagerie, tu dépends de personne pour envoyer un email. Aujourd'hui, pour envoyer un email, tu dépends d'organismes qui te donnent l'accès à une messagerie. Bon, ce travers va inévitablement arriver aussi pour la blockchain. Ça veut dire que quand tu as un métavers, comment on appelle ça, un MetaMask, c'est toi qui envoie la donnée, c'est toi qui envoie la transaction. Quand le NFT est sur ton MetaMask, c'est ton NFT. Donc il y a cette... J'ai une petite question, je t'interromps, excuse-moi, mais donc le MetaMask n'est pas le tiers de confiance. Le MetaMask n'est que l'outil. C'est un outil et le tiers de confiance, c'est la blockchain. Donc en fait, puisque c'est la blockchain, il n'y a pas de tiers de confiance. C'est ça. Et donc en gros, tu as dans ton disque dur, dans ta mémoire, la clé cryptographique qui te permet d'agir avec tes NFT. Et donc inévitablement, tu es en pleine possession de ton immatériel, à un point tel que si tu perds ta clé, ta phrase machin et ton wallet et tout ça, tu perds tout. Donc c'est socialement difficile de rendre responsables totalement les gens de leurs données, alors qu'on a tout fait pendant des années pour que ça ne soit pas le cas. Oui, c'est ce qu'on explique tout le travers temps. Que moi je vois. Oui. Pardon, je te coupe, mais c'est ce qu'on explique tout le temps, c'est que le Web 3, justement, le wallet, c'est la pierre angulaire du Web 3, et tout repose sur ce wallet. Ouais. Mais tu dis, oui, effectivement, il y a le problème, oui.
Et le problème qu'il pourrait y avoir demain, et qui à mon avis va devenir inévitable, c'est que on va avoir des sociétés que je ne citerai pas, mais qui généralement ont des grandes messageries ou des grands réseaux sociaux, qui vont vous dire tu te connectais en passant par connecter par machin, et fais du Web 3 par machin. Tout simplement. Ça veut dire que demain, soit par Apple, que ce soit par Google ou par Facebook pour les citer malheureusement, comme ils te proposaient de te connecter à des sites en passant par eux, ils vont te proposer le Web 3 en passant par eux. Et tu vas dire, et ton wallet chez machin. Ça va énormément vulgariser les choses, ça va faire exploser la consommation parce qu'on va arriver sur des applications où en fait tu te connectes par ton mode de connexion favori, réseaux sociaux, et automatiquement tu bénéficies des applications et des usages du Web 3, sauf que ce n'est pas à toi. Oui, à celles et ceux qui te font rentrer. C'est ce qui va se passer avec Facebook, qui a changé de nom, qui s'appelle Meta comme Metaverse, et Facebook qui va proposer des crypto-monnaies, etc. Et puis c'est déjà un wallet que j'ai essayé moi qui s'appelle Kukai, qui se permet de se connecter à Tezos. Et déjà Kukai, on peut l'ouvrir qu'avec un Gmail en fait. Donc en fait ça a déjà commencé. Mais donc ça remet quand même en cause. Donc c'est une couche de centralisation sur une technologie décentralisée. C'est exactement ce qui se passe avec le Web 2 sur Internet. Ouais, Facebook, un réseau social grand, est une couche centralisée sur une couche décentralisée. C'est exactement ça. Donc ça remet en cause aussi structurellement et socialement. Finalement, aujourd'hui, les gens cherchent des modèles décentralisés parce qu'ils n'ont plus confiance au modèle centralisé. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se passer de la centralisation ? Alors, on peut. En fait, ce à quoi on ne peut pas se passer, c'est la responsabilité. Soit tu es responsable de tes données, soit tu demandes à une entreprise d'être responsable de tes données. Et les gens sont pas prêts. Si tu es responsable de tes données et que tu perds la clé de tes données, tu perds tes données. J'ai peur de ça, donc tu ne peux pas être responsable de tes données. En fait, et ce message que je dis est fort et dur, mais pourquoi on ne pourra jamais se passer, c'est qui est responsable de la donnée. Si c'est toi, tu ne dois pas la perdre. Oui, si tu as peur de la perdre, il faut que tu la cèdes à quelqu'un d'autre. En fait, le Web 3 aujourd'hui, les gens ont conscience de cette responsabilité et l'endossent, l'assument. En revanche, quand on va basculer sur l'adoption massive, il y a des tas de gens qui ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité, ni même à la penser ou à la gérer. Et donc, ce qui nous amène à de la recentralisation. Mais moi, je pense qu'on devrait pouvoir avoir le choix. Mais on a le choix sur Internet. Tu as le choix d'avoir les mails, t'as le choix d'avoir tes mails et de ne pas passer par une société qui te donne des mails. Oui, si ce n'est que. Oui, si ce n'est que le mail, c'est juste c'est de l'échange de communication. C'est juste des lettres électroniques. Là, on parle d'argent, par exemple. Quand on parle de crypto-monnaie qu'on a sur son wallet et qu'on t'explique ce que j'explique moi aussi tous les jours à ceux qui viennent me poser des questions, je leur dis ta crypto-monnaie, elle sera sur ton wallet. Si tu perds l'accès à ton wallet, tu perds ta crypto. Et là, le réflexe, c'est de dire oui, mais j'appellerai la banque, ou j'appellerai l'exchange, j'appellerai Binance. Parce qu'ils n'ont jamais été responsables de leurs données. Exactement. Et nous, donc changer ce paradigme-là, c'est simplement changer 10 000 ans d'habitude humaine, en fait, qui est de reposer la confiance sur la société, sur des entreprises, sur d'autres personnes. Mais c'est-à-dire que sur le Web 2, on n'a pas le choix. On passe par les tiers de confiance, que ce soit la banque, les GAFAM, etc. Pour moi, j'imagine que demain, tu dois pouvoir avoir le choix de passer par une banque ou d'être ton propre responsable de ton argent. Alors compte sur moi pour faire en sorte qu'on ait toujours le choix, oui. C'est ma bataille. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'adoption de masse passe par quelqu'un qui garde tes clés, qui a un wallet custodial, parce que comme ça tu peux avoir le service après-vente et t'habitues des gens. Tu as parfaitement raison, Benjamin, ce sont des milliers d'années d'habitude de dépendre de quelqu'un pour certaines choses. Mais que celles et ceux qui se sentent adultes numériquement, et j'insiste sur le terme de adulte numériquement, pour être responsables de leur environnement numérique, que ce soit des NFT, des crypto-monnaies ou même des mails, et la possibilité de gérer eux-mêmes leurs responsabilités, je me battrai bec et ongle pour que ce droit fondamental humain soit réservé. Adulte numérique, c'est très fort ça. Adulte numérique. Parce que le jour où en fait on vous dit mais t'as pas le droit de passer par un. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné au Parlement, il y a eu des députés, donc des gens qui sont payés pour nous représenter, qui ont proposé l'interdiction des wallets custodiales. Pour moi, c'est important, c'est-à-dire que ça veut dire interdire dans le Web 3 la responsabilité de ces données.
C'est extrêmement fort. Hein. C'est interdire de posséder des choses. Je n'ai pas compris. Tu peux répéter non custodiales. En fait. C'est un MetaMask, par exemple. L'interdiction d'avoir, ou alors d'avoir un MetaMask, mais avec une carte d'identité, donc quelque chose. Oui, donc ça veut dire qu'il voulait responsabiliser les gens ? Non, il voulait empêcher que quelqu'un puisse ne pas dépendre d'une société pour le faire. Ok. Il voulait interdire la liberté en fait sur le Web 3 en disant Mais le problème, c'est que comme c'est énoncé d'une certaine manière, imaginez un projet de loi qui va interdire l'utilisation de wallet, et c'était même pas avec Awassi, c'est tout court. Hein, mais alors c'est très minoritaire. Hein, c'est une représentation très minoritaire du parti politique, enfin du paysage politique. Hein. Mais le fait, entendez bien que quand on dit on va interdire l'usage d'un wallet non custodial, ça veut dire qu'on va interdire les gens, je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est pas possible, mais c'est le désir d'interdire les gens d'avoir la responsabilité sur leurs données numériques sans passer par une entreprise pour le faire. Ok. Et c'est pour moi important et grave en fait. C'est la réglementation qu'on appelle MiCA, c'est ça Non, MiCA c'est un ensemble de règles de régulation qui, sur plusieurs aspects, sont parfaitement étudiées et raisonnables. Sur d'autres aspects, c'est un peu plus compliqué parce que l'objectif d'une réglementation n'est jamais d'être toucher la technique, mais de toucher les usages. Et à chaque fois, effectivement, alors pour Internet, c'était pareil. Hein, pendant longtemps, il était interdit de s'envoyer des données chiffrées. Pendant longtemps, il était interdit de faire plein de choses. Aujourd'hui, on fait Internet de manière très Far West par rapport à ce qui était prévu, autorisé de faire avant. Donc du coup, une réglementation ne doit pas interdire une techno ou une manière avec laquelle une techno fonctionne. Il doit réglementer des usages, réglementer des êtres humains et pas réglementer du code informatique. Et donc c'est pour ça. Et ça, à chaque innovation technologique, on a cette espèce de frontière qu'il faut, à mon avis, moralement conserver. Et au-delà de ça, ne pas empêcher les gens de ne pas avoir besoin de dépendre d'un tiers. C'est ça qui est assez... Parce qu'en fait, on va dire que si vous êtes propriétaire de vos données et propriétaire de votre argent, ça veut dire que si vous êtes un criminel, on ne peut pas vous bloquer. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et effectivement, si tu as la liberté d'avoir ton argent, ça veut dire que d'une certaine manière, si tu es une mauvaise personne, on peut pas te l'enlever. Parce qu'il est à toi. Oui, c'est ce que j'ai dit par rapport au cash en fait. Souvent je dis ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme du cash. Le cash qu'on a dans la poche, on en fait absolument ce qu'on veut. Ouais. Et il est intraçable et c'est la magie du cash aussi. C'est encore cette dernière poche de liberté. Et donc l'idée de la crypto, quand on la possède vraiment sur son wallet, c'est comme du cash. On en fait vraiment ce qu'on veut. À la différence quand même, que tu le sais mieux que tout le monde, quand on dépense sa crypto sur la blockchain, elle est traçable. Donc à un moment donné, s'il y a de la malversation, on peut remonter des années en arrière et retrouver la malversation et retrouver le wallet qui a fait ça. Et donc l'adresse IP, Internet Protocol, qui s'est connecté à ce wallet, et donc l'adresse géographique de la personne. En fait. Alors ça, c'est un point, c'est une petite parenthèse que j'aborde régulièrement, c'est que c'est le meilleur des deux mondes, la crypto. Au sens général du terme, parce qu'on en fait ce qu'on veut, mais tout le monde voit ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Et d'une certaine manière, pour les régulateurs et surtout pour les répressions anti-fraude et ces gens-là, et anti-blanchiment, c'est génial de bosser sur la blockchain. Tout est inscrit, ils n'ont plus qu'à suivre, comme tu dis, les petits chemins. Et c'est très difficile de faire ce genre d'action de blanchiment habituel. Il est beaucoup plus simple de blanchir de l'argent avec une pizzeria qu'avec la blockchain. Mais à des années-lumière, on ne se rend pas compte. Ce sera le mot de la fin. Non, mais il est infiniment plus simple de payer un banquier pour falsifier les choses parce qu'on ne peut pas corrompre la blockchain. Et donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que la blockchain, ça permet de transporter de la valeur. Si ça peut transporter de la valeur, il est évident les criminels s'intéressent à ça, puisque tout un criminel s'intéresse à ce qui est transporté de la valeur. Mais c'est la raison. Si en fait des gens malhonnêtes s'y intéressent, c'est que justement ça permet vraiment de transporter de la valeur. Sinon ils s'y intéresseraient pas. Ouais. Daniel, est-ce que le militant pour la liberté que tu es veut ajouter quelque chose pour clôturer ce podcast sur un message philosophique ou pas? Un message philosophique. On en a jamais changé. Il y en a eu beaucoup des messages philosophiques. Merci beaucoup Daniel parce que c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a dézoomé en expliquant les changements profonds de la société, les habitudes des humains, l'adoption massive, les problèmes. Puis avec Alira qui est aux avant-postes de ça, il faudrait
presque qu'on te réinvite aussi sur les usages réguliers. Oui, et puis même faire un point aussi sur les développements, ce que les apprenants en ont fait aussi, de ce qu'ils ont appris chez vous. Ça serait chouette. Mais donc oui, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je serais ravi effectivement de revenir. Moi, ce que je vous proposerais même, c'est à un moment donné, je note les soutenances et je vois les projets qui sont proposés par les apprenants et qui me semblent les plus jolis. Puis on en fait un petit inventaire pendant ton émission, ça serait merveilleux. Alors des messages philosophiques, j'en ai transmis beaucoup. Je vais en transmettre 2 qui sont liés entre eux. N'ayez pas peur d'être adulte numériquement. Ça, c'est le premier point. Et d'être responsable numériquement, c'est pas simple. Parce qu'on n'a pas été éduqué à le faire. Enfin, les techniciens et les développeurs en général le sont plus parce qu'ils n'ont pas la contrainte de la technique, mais on n'a rien sans rien. Si tu as de la facilité, c'est que tu as donné ta responsabilité à quelqu'un, et c'est comme le bon concept de ce que tu veux de la sécurité et de la liberté, tu pourras jamais avoir complètement les deux. Bon, bah, c'est la triste réalité dans les usages du web. Soit tu veux de la sécurité, soit tu veux de la liberté. Et donc sécurité dans le sens où elle ne dépend pas de toi, elle dépend de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est un mot que je transmettrais. Il faut effectivement, pour changer un monde, changer d'outil. Et il faut changer d'outil pour être vraiment libre. Aujourd'hui, utiliser Internet, tout le monde est content d'utiliser, mais il y avait une véritable bataille. Il fallait être à ce moment-là. Pourquoi ? En fait, les gens s'accrochaient bête comme fer, enfin les ongles, en disant non, j'ai pas besoin d'Internet, j'ai le téléphone, j'ai le courrier, machin. Les gens ne voulaient pas. Parce que les gens... Minitel. Comment ? J'ai le Minitel. Voilà, j'ai le Minitel, fous-moi la paix. Parce que les gens ne veulent pas changer leurs habitudes, parce que changer les habitudes, ça demande des efforts. Sortir de sa zone de confort, ça demande de sortir de son confort, et c'est pas simple. Mais c'est la beauté de l'être humain, de se donner la volonté de changer de son confort. Donc, personne ne vous demande de mettre vos économies. Prenez 10 € pour acheter un coin sur une blockchain, installez votre MetaMask, mettez les mains dans le cambouis, testez la chose. Vous n'allez rien comprendre en premier abord, c'est normal, personne ne comprend rien quand il y touche. Et revenez, ça se fait par surcouche, c'est une éducation. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre des mots du vocabulaire, vous allez apprendre des conjugaisons, vous allez comprendre ce qu'est le Web3. Et toutes celles et ceux qui finissent à l'IRA ou qui sont en chemin ou qui mènent des gens qui n'ont pas fait à l'IRA mais qui sont formés par eux-mêmes, tous vous diront qu'une fois qu'on est dedans, l'eau de la piscine est bonne, déjà. Et que de 2, qu'est-ce qu'on était con de ne pas être dans la piscine, parce que là, on s'amuse bien. Et donc, tout le monde, même sans être technique, c'est juste, les choses s'améliorent. Rentrer dans la piscine, et effectivement, quand on met le premier pied, on se dit « Ah, elle est froide, non, on veut pas y aller ». Et tu vas reprendre le soleil. Rentrez dans la piscine, faites-vous violence pour vous. Parce que plus vous allez y rentrer tard, moins vous allez décider la manière avec laquelle vous allez y rentrer. Exactement. Voilà, très bien dit. C'est le mot de la fin. Très bien dit. Merci beaucoup, Daniel. J'ai une petite question pour toi, une dernière. Est-ce que tu es abonné à notre podcast ? Abonné, c'est la cloche, hein ? J'ai la cloche. Alors, ok, d'accord. Si tu as la cloche, alors tu n'es pas une cloche. Oui, on vous demande de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à notre podcast. Ça nous aide beaucoup, ça nous encourage, ça nous fait remonter dans les algorithmes. Et c'est vraiment la conjugaison des deux, donc l'abonnement et les étoiles. Donc double certification, j'ai envie de dire. Double validation et on vous sera éternellement reconnaissant de nous faire remonter. Soyez adulte du podcast. Soyez adulte. Alors on a aussi un site web qui s'appelle nftbusiness.tech sur lequel vous pourrez inscrire votre email et recevoir notre newsletter. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une bonne écoute. Et on peut préciser qu'on peut retrouver Daniel Villamontero sur LinkedIn, très actif, et bien sûr à l'école Alyra, A-L-Y-R-A. Ouais, je mettrai tous les liens dans la description évidemment. Vous pouvez évidemment lui faire vos feedbacks parce que tous les invités prennent de leur temps et on sait qu'aujourd'hui du temps on n'en a pas beaucoup. Et donc c'est chouette de leur faire du feedback, leur dire si vous avez appris des choses, si vous avez aimé ou pas. Voilà, on vous embrasse et on vous souhaite une très très bonne écoute.